je vais m'arrêter ici et laisser la place au docteur Bengala qui va nous faire donc sa déclaration. Très bien. Commençons certainement par le commencement. Hein. Nous allons certainement d'abord remercier tous les compatriotes qui sont ici aujourd'hui. Et je n'ai pas tellement envie de me limiter au mot compatriote, parce qu'en réalité vous êtes aussi des patriotes, des combattants de la liberté. Et c'est un peu ce qui nous réunit ici, n'est-ce pas? Nous sommes en fait dans le cadre d'un combat national pour la liberté. Et c'est donc sur la base de nos convictions, finalement, que nous sommes là. Quelqu'un a dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant, parlant parfois des tendances à espionner les opposants. Ce qui, parfois, ferait craindre que, par exemple, des informations ne s'envolent ou que les plannings ne soient compromis. Mais je vous dirais que ça fait au moins 10 ans que j'ai dépassé cette peur. Parce que j'estime qu'en fait, il est important que nos adversaires sachent exactement ce que nous préparons. Parce qu'il s'agit en fin de compte d'une simple notion, qui est la notion de volonté du peuple. On ne peut pas empêcher le combat du peuple. On ne peut pas empêcher le combat d'un peuple déterminé. On ne peut pas empêcher la volonté du peuple. La question Gabon est donc tout simplement une question de temps. Simplement une question de temps. Ce n'est pas une question de si, c'est plutôt une question de quand. Et vous me connaissez, je suis adepte de l'étude des mots que nous utilisons dans le langage politique. J'adore décortiquer, réduire à des notions mathématiques qu'on appelle en fait des lois fondamentales en fait. Parce que la politique, on vous parle de science politique, parce que la politique, elle peut aussi être une science dès lors qu'on la réduirait à des principes simples, à des lois. On en vient donc à ce qu'on appelle les fondamentaux. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de violence au Gabon. C'est un mot dont nous avons peur, généralement, au Gabon. Parce qu'on se dit, tiens, la violence, la violence, la violence. On imagine évidemment tout un tas de scénarios. Mais moi, j'ai souvent dit que quand on combat une dictature, la violence est un fait obligatoire. Vous êtes obligé de l'intégrer. Non pas parce que cette violence vient de l'opposition, encore une fois. La violence ne vient jamais du peuple. Jamais. Un peuple affirme son droit. Le plus naturel, quand il décide par exemple de faire une marche, une manifestation, tendant à dire, à exprimer envers ses dirigeants, ses simples desiderata. Mais le problème c'est que dans un contexte de dictature, le dictateur, lui, il ne voit pas ça comme une marche pacifique, même quand vous décidez que nous allons faire une marche pacifique. Ce n'est pas possible. Lui, il voit un danger à son régime. D'où la réaction de brimade qui s'ensuit naturellement, généralement. Donc vous verrez que ce défaire d'une dictature a un corollaire naturel. C'est que vous ne pouvez pas vous défaire d'une dictature sans violence. Ce n'est pas possible. Les Gabonais doivent donc tout simplement d'abord, dès maintenant qu'on commence à parler sérieusement, je dirais que je crie dans le désert depuis au moins une quinzaine d'années, sur cette notion sur laquelle on m'a souvent traité de fou, d'extrémiste. Et pourtant, je ne faisais que parler là de loi naturelle. Dites-moi, les millénaires d'études sur l'humanité nous montrent toujours qu'on n'a jamais changé une dictature autrement que par ces procédés-là, que moi j'aime à résumer sous la notion de insurrection. Et vous pouvez mettre tous les scénarios que vous voulez là-dedans, des plus modestes
des plus mous aux plus extrêmes. Cette loi, elle est universelle, elle est millénaire. Quelle que soit la période de l'humanité que vous prendrez, elle s'applique. Mais avant que de m'approfondir pour le temps qui m'est imparti, je voudrais malgré tout que nous nous levions et que nous applaudissions en hommage finalement à nos frères de Paris, parce que j'ai quelques mots à dire là-dessus. Mais rendons-leur quand même je vous remercie. Voilà. Rendons-leur quand même hommage, quel que soit ce qu'on aurait pu leur reprocher ici et là, sur le simple fait que, grâce à leur meeting, il se soit finalement déclenché le débat qui nous amène ici aujourd'hui. Sans le meeting de Paris, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de conférence nationale au Gabon. Et quels que soient les quiproquos qui auraient pu éventuellement nous amener à des questions plus ou moins personnelles, là où en fait le débat doit rester neutre et objectif, quels que soient ces quiproquos, saluons l'effort, saluons l'initiative et amenons-nous tout simplement à considérer qu'aujourd'hui, nous y sommes. Je dis bien, nous y sommes. Nous y sommes à ce moment. Pour moi, ce n'est pas juste un débat national. Parce que ce serait en fait fausser la dimension exceptionnelle du moment. Nous parlons là de changer un pays quand même. Ce n'est pas juste un débat. J'ai donc envie de dire, nous y sommes. Oui, nous avons beaucoup parlé, ça fait 22 ans que nous parlons. Les problèmes du Gabon sont connus de tous. Ce n'est pas la peine d'en faire une litanie additionnelle. Nous avons beaucoup donné aussi, en tant que peuple gabonais, puisque nous avons vécu des traumatismes. Nous avons sacrifié. Mais jusqu'à quand un peuple doit-il subir? Telle a souvent été ma question. Jusqu'à quand? Quelle est la limite d'un peuple, en fin de compte? Jusqu'à quand doit s'arrêter le traumatisme? Pour moi, c'est un débat fondamental, encore une fois, il faut s'y atteler. Cela fait 45 ans que le traumatisme gabonais dure. Cela fait 22 ans que la destinée nationale a été déroutée. Et cela fait 3 ans que nous avons finalement sombré dans l'irréparable. Tant la mécréance nationale a totalement pris en otage notre destinée, condamnant le Gabon au potentiel, et moi c'est ce qui me révolte, au potentiel d'être dirigé par la même famille pendant 70 ans. Nous parlons aujourd'hui de 45, père et fils, mais le potentiel est grand. Que nous en soyons encore ici, peut-être même dans cette salle, dans 30 ans, parlant du même problème. Si ce problème n'est pas résolu, maintenant que le débat est engagé. Pour moi, c'est donc un débat fondamental. Pourquoi? Parce que nous sommes en fait en train de discuter des notions très importantes. J'aime bien les questions de terminologie parce que, pour moi, elles ne sont pas anodines. Les mots ont un poids. Les mots veulent dire quelque chose. Il faut leur accorder ce poids-là. Parce que si on ne le fait pas, on risque en fait généralement de ne pas parler le même langage. De ne pas se comprendre. On ne dira jamais la même chose si on ne comprend pas le poids des mots. D'où, pour ceux qui ont suivi d'abord la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, et en plus un autre texte que j'ai publié, qui discutait en fait ces notions qui nous préoccupent aujourd'hui. Nous savons qu'il y a eu, suite donc à la rencontre de Paris, une proposition du Premier ministre, offrant une forme de dialogue, qu'on appelle communément en ce moment concertation nationale. Mais nous savons généralement que ce type de processus sont contrôlés par le régime en place.
Et dès lors que c'est contrôlé par le régime en place, on aboutit généralement aux compromissions qui ont fait que depuis 1990, la situation nationale n'a pas évolué. Et aujourd'hui, nous sommes à ce que j'appelle le cran supérieur. Le cran supérieur qui dit qu'en fait, le peuple gabonais ne veut pas d'une concertation nationale. Le peuple gabonais ne veut pas d'arrangement d'arrière-cour, où on rase les murs la nuit, où on se distribue des sacs de CFA. Tout cela sur le dos du peuple, alors que dans la journée, on dit une chose, la nuit, on sable le champagne avec ceux qu'on prétend combattre. Ça, le peuple gabonais n'en veut plus. Et cela fait 22 ans que ça dure. D'où l'importance, effectivement, pour notre nation, de se diriger vers cette idée concrète qui dit conférence nationale. Mais attention, ne parlons pas juste pour parler. Parce que dès lors qu'on lance le mot conférence nationale, il faut aussi lui donner tout son sens. La définition que j'en ai est que pour qu'il y ait conférence nationale, surtout quand on se base sur le modèle de 90, en y ajoutant peut-être la valeur contraignante d'une dimension souveraine des décisions qui en ressortent. Dès lors qu'on utilise ce mot, on suppose automatiquement consensus national par lequel tous les partenaires s'accordent pour diligenter ensemble la destinée nationale sur la base d'une vision partagée du devenir du Gabon. Ce que cela suppose maintenant, à mes yeux, c'est que si un des partenaires refuse ce dialogue, refuse ce consensus, on n'a plus de conférence nationale. On a ce que j'appelle un avorton de dialogue. On n'a plus de conférence nationale. D'où l'importance d'approfondir encore un peu plus cette réflexion. Je voulais ici, aujourd'hui, vous choquer en parlant de caducité. En parlant de caducité automatique. Pourquoi? Dans le cadre de la concertation nationale, une offre a été faite et retirée. Ce débat est donc caduc. Il n'y aura plus de concertation nationale. Elle a été retirée. Mais on dira bon vent, parce que cette version-là du dialogue national, on n'en veut pas. Il reste le débat de la conférence nationale. Mais l'un des partenaires vient de vous dire « Je n'en veux pas ». C'est ce qu'Ali Bongo a dit il y a quelques jours, par l'entremise de son porte-parole. Si donc un des partenaires manque au dialogue national, il n'y a plus de dialogue national. Il n'y a plus de possibilité d'entente nationale, consensuelle, sur le besoin de changer le pays. Il n'y en a plus. D'où le choc auquel je voudrais vous soumettre tout simplement en disant la conférence nationale elle-même est déjà caduque, puisque quelque part, il faut être cohérent. Elle est tributaire à la fois de l'arbitrage du régime que nous combattons, ce qui veut donc dire que s'il dit non, il nous manque un pied sur lequel se tenir. Nous boitons là. Évidemment, nous pouvons dire on va l'imposer. Mais dès lors qu'on dit on va l'imposer, on n'est plus dans le cadre d'une conférence nationale. On passe donc automatiquement au camp supérieur. Vous voyez, nous sommes partis de la concertation nationale. Elle veut dire quelque chose. Mais c'est le degré zéro de l'ignominie politique. Le peuple a dit, on monte d'un cran. On va à la conférence nationale. Mais maintenant, elle est boiteuse, puisque un des partenaires n'en veut pas. Ça veut donc dire que nous sommes maintenant
dans ce qu'on appelle la balle dans le camp de l'opposition. Il faut que l'opposition force l'issue. Mais on ne peut pas forcer l'issue en parlant de conférence nationale. Ce terme est caduc. L'étape supérieure, le camp supérieur nous interpelle. Parce qu'effectivement, si le régime n'est plus partie prenante du dialogue national, auquel on leur a bien gentiment convié, pour la sauvegarde de cet intérêt national, si le régime s'y refuse à ce dialogue national, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à forcer. Et dès lors qu'on force, on n'est plus dans le cadre d'une conférence nationale. Ça veut donc dire qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de changer de terminologie. Oui, les détails sont plus ou moins les mêmes. Mais la terminologie ne peut plus être la même. Nous ne parlons plus maintenant là d'une conférence nationale. Nous parlons maintenant de l'obligation pour l'opposition et pour le peuple gabonais d'arracher le pouvoir, de prendre le pouvoir tel que le commande, on va dire, la prérogative citoyenne, qui veut que le peuple soit souverain. Il s'agit d'aller conquérir tout simplement la souveraineté nationale. Et le terme de conférence nationale ne marche plus. D'où ma proposition, tout simplement qu'aujourd'hui, nous proposions à nos frères du Gabon, à nos frères de l'opposition, de substituer à ce terme celui d'assemblée constituante. La forme ne change pas. Nous imposons. Mais je dis, dès lors qu'on impose, on n'est plus en contexte de conférence nationale, puisqu'il n'y a pas de dialogue. Ça devient unilatéral. Donc un acte unilatéral du peuple imposant sa volonté. Nous sommes, en fin de compte, chers amis, dans un contexte d'assemblée constituante. Qu'est-ce que ça veut dire assemblée constituante? C'est simple. Le peuple dit, on disqualifie le renégat. Il est disqualifié, exclu du dialogue, puisqu'il s'est exclu. On s'en fout. On fera comme dans la tradition ancienne en Afrique. Vous savez, les Africains étaient les premiers démocrates du monde. Les gens n'en parlent pas souvent. Mais l'Africain avait quelque chose d'intéressant contre les rois fous. Un acte simple, d'une simplicité écrasante. Il savait que le pouvoir qu'il donnait à un chef était généralement un pouvoir symbolique, que dont le chef ne pouvait aucunement abuser. Et quand le chef commençait à se dire, oh, mais je vous commande, je vous commande, je vous commande, le peuple dit, ah bon, tu veux nous commander? Vraiment? Depuis quand? Bon, écoute, tu as deux choix. Si tu veux commander, nous, on va rien te faire, puisque on ne fait pas de coup d'état chez nous. Mais cependant, nous, on va te laisser dans ce village tout seul, et nous, on va aller créer un nouveau village à côté. Commande donc ton village tout seul. C'est ce qu'on appelait le vote avec les pieds. Une spécialité bien africaine. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Dès lors qu'un dirigeant se fait le bourreau de son peuple, se comporte de manière anachronique par rapport à des doléances qui sont citoyennes, qui sont tout simplement des aspirations à un minimum de dignité, de bonheur. Dès lors que ce dictateur, cet homme, ce despote, s'oppose à la volonté du peuple, le peuple a le devoir de le disqualifier tout simplement. Et c'est cette disqualification que nous offre l'Assemblée, la formule d'Assemblée constituante. Les Français nous en donnent la plus grosse leçon, puisqu'ils l'ont utilisé au moins à deux moments, enfin plusieurs moments, mais il y a deux qui ressortent principalement de mon esprit. La version la plus récente, c'est après la Seconde Guerre mondiale, puisque la France a dû se refaire à zéro. Il a fallu convoquer une assemblée du peuple pour pouvoir refaire l'État français qui avait été aboli par l'occupation nazie. Mais l'idée même de la
Révolution française, elle nous offre l'exemple le plus intéressant. Dans la mesure où nous parlions là justement du contexte où Louis XVI avait été défié tout simplement par le tiers-État. Puisque la France à cette époque-là se composait généralement de 3 ordres, n'est-ce pas? Le clergé, la noblesse et le tiers-État. Mais il se trouvait que le tiers-État représentait 97% du peuple. Alors que les 2 autres groupes ne représentaient que 3%. Qu'est-ce que le tiers-État a dit? Mais attention, il y a un problème là. Comment se fait-il que quand nous sommes en état généraux, vous ayez un vote complet, la noblesse ait un vote, le clergé ait un vote, et les 97%, enfin les députés qui représentent 97% du peuple n'aient qu'un vote? Parce qu'il se produit tout simplement un phénomène bizarre. Puisque le clergé et la noblesse sont complices, quand on vote, vous gagnez toujours. Vous gagnez sur le dos de 97% de la population. C'est inacceptable. Eh bien, les députés du tiers-État disent non. Nous, d'abord, le roi aime bien qu'on se rencontre séparément dans des salles différentes. Mais nous, on dit, venez, parlons un peu de toutes les prérogatives là. Qu'on arrive un peu à mieux comprendre qui doit réellement avoir le pouvoir du peuple. À partir de là, naît un débat, exactement comme celui que nous avons aujourd'hui. Le roi Louis XVI s'y refuse évidemment, commence même à brimer physiquement les députés du tiers-État. Mais ils tiennent bon, ils disent en fait, nous ne quitterons même pas notre assemblée tant qu'en réalité, nous n'avons pas produit une nouvelle constitution pour la France. Visant évidemment à abolir la monarchie absolue. Ils n'ont pas attendu que Louis XVI approuve. Ils n'en ont pas fait l'arbitre de leur délibération. Ils ont juste dit, tu acceptes ou tu sautes. Chers amis, le peuple gabonais est à ce carrefour de son histoire. N'ayons pas peur des mots. Avançons résolument vers le combat qui s'impose à nous aujourd'hui. On ne doit plus tergiverser, ni avec nous-mêmes, ni avec la volonté du peuple. Il faut y aller. Nous sommes en contexte d'assemblée constituante. Ça veut donc dire organiser le peuple pour que le peuple se réunisse selon les formes que l'opposition va envisager, de manière à réorganiser l'État au Gabon. On s'en fout que le régime en soit partie prenante. L'essentiel, c'est que cette assemblée du peuple se réunisse, produise une nouvelle constitution conforme à la volonté populaire et établisse tout simplement un nouvel État. Je ne vois pas comment le régime des Bongo va survivre à ce traitement. Je vous remercie.